Bonjour François Heilbronn, vous êtes professeur associé à Sciences Po et membre du comité directeur du CRIF. Bienvenue. Merci d'être l'invité de RCJ. Alors, c'est vrai que depuis le 7 octobre, une montée d'antisémitisme visible à tous les niveaux, qui se ponctue cette semaine par ce viol terrible d'une petite fille de 12 ans. Il y a un mouvement d'indignation, un rassemblement à l'hôtel de ville entre 2000 et 3000 personnes réunies. Et beaucoup de réactions politiques pour dénoncer cet acte ignoble. Vous pouvez revenir sur ce contexte. Vous êtes un fin connaisseur de la société française et vous suivez ce phénomène d'antisémitisme qui ne cesse d'augmenter. Quelle est votre lecture? C'est extrêmement inquiétant. Hein. C'est extrêmement inquiétant parce que on a eu le déferlement des actes antisémites, une sorte de mimétisme de violence à la suite des massacres pogromistes et antisémites du Hamas sur la terre d'Israël le 7 octobre. Et la déferlante, d'ailleurs, est arrivée avant la riposte israélienne à Gaza. Et ça, beaucoup de gens ne le notent pas suffisamment. C'est un mimétisme de violence. Donc, il y a des barrières psychologiques qui ont cédé dans la société française. Et que ceux qui... On peut avoir des préjugés contre les Juifs. Détester les Juifs, c'est déjà pas terrible. Mais passer à la violence contre les Juifs, c'est autre chose. Et ce déferlement de violence est une chose. Ce qui est aussi très inquiétant, c'est que d'autres barrières psychologiques ont sauté. C'est que l'expression antisémite est débridée. Elle est construite. Et en plus, elle a été instrumentalisée politiquement par un parti, la France Insoumise, depuis 4 mois dans une visée électoraliste pour les élections européennes. Ce qui n'était pas arrivé en France depuis 1936. En 1936, il y avait un parti antisémite en France, parce que c'était autorisé, dirigé par Darquier de Pellepoix, qui sera après commissaire aux affaires juives. Et là, en France, un parti politique a choisi comme une stratégie électorale d'importer le conflit israélo-palestinien qui se déroule à Gaza dans la vie politique française, d'ostraciser les juifs français, de les montrer du doigt, de les criminaliser, et donc ainsi de justifier l'appel à la violence contre les juifs français, et c'est criminel de leur part. Je trouve qu'ils n'ont pas été assez poursuivis, pas assez été condamnés pour cela. Et ça, c'est une des inquiétudes. L'autre inquiétude, c'est que l'antisémitisme aussi est débridé dans la société française à travers des expressions au-delà de l'extrême gauche, au-delà des milieux musulmans radicaux, mais aussi à l'extrême droite. Et donc, nous avons une sorte de conjonction que nous avions vue il y a quelques années dans Jour de colère, où en fait, comme dans le vieux rêve de Soral et Dieudonné, l'extrême droite, l'extrême gauche et les frères musulmans se rejoignent dans la détestation du juif. Alors, sur les tout derniers jours, on voit quelques prises de parole de certains politiques qui essayent de se démarquer ou en tout cas manifestent leur opposition au racisme, à l'antisémitisme. Et pour autant, dans ces alliances reconstruites dans un temps record, puisque les élections législatives se tiennent en 3 semaines après une dissolution surprise, pour autant, il y a eu alliance des mouvements partis de gauche. Donc, comment prendre ces paroles? Est-ce que ça suffit pour croire au distinguo entre des partis de gauche, partis socialistes traditionnels, LFI très extrémistes et autres couleurs de gauche? Ça suffit, ces quelques paroles dites au lendemain d'un viol? Les paroles ne suffisent pas. Les paroles ne suffisent jamais. Seuls les actes comptent. Et tant qu'il y a cette alliance de gauche avec un parti... Surtout le Parti socialiste, grâce à Raphaël Glucksmann et à sa campagne européenne, qui réintroduit une idée de social-démocratie libérale, républicaine, anti-totalitarisme, avec une position très claire sur la Russie et une position très claire contre l'antisémitisme, c'était une belle campagne avec un très beau score. Et que les socialistes, au soir de la dissolution, se soient rués pour négocier avec la France insoumise. Une demi-heure après sans demander le minimum. Le minimum, c'est que les députés de la France insoumise qui ont tenu des propos antisémites répétés, comme Daniel Obono, comme Guiraud, comme d'autres députés, ne soient pas réinvestis. Ils ont tous été réinvestis. Le seul qui n'a pas été réinvesti, c'est celui qui finalement a dû démissionner parce qu'il avait giflé sa femme. Donc une violence sexuelle ou sexiste, on ne peut pas être candidat. Par contre, des propos antisémites répétés, des provocations antisémites répétées, ce sont des candidats qui ont été investis par le nouveau Front populaire. Et là, c'est une tâche morale
extrêmement grave. Y a-t-il une gradation à faire? Il y a une certaine mobilisation contre le Rassemblement national, l'extrême droite et le Rassemblement national. Le Front national du temps de Jean-Marie Le Pen a eu des mots qui sont passés sous les fourches caudines de la justice, tellement ils étaient antisémites. Et finalement, on s'est dit, tiens, s'il y a une telle prise de conscience sur le Rassemblement national, LFI risque de monter. Or, vous venez d'en parler, dans ces mouvements de gauche, aujourd'hui, LFI se recompose dans le Front populaire, il y a là aussi une composante antisémite, peut-être encore plus aggravée, plus expressive qu'avant. Il faut toujours être précis. Fondapol, qui est une fondation d'initiative politique dirigée par Dominique Régnier, fait des études sur l'antisémitisme très fouillées, très analytiques. La dernière est de 2022, donc c'est il n'y a pas si longtemps. Les 3 pôles d'antisémitisme en France, c'est les électeurs du Rassemblement national, il ne faut pas l'oublier. Ce sont les électeurs de la France insoumise, et ça monte très fort chez eux, et ce sont une grande partie des musulmans en France. Il y a 50% des électeurs de Marine Le Pen 2022 qui ont des préjugés antisémites très forts. Il y a 50% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon 2022 qui ont des préjugés antisémites très forts, et il y a 60% des musulmans qui ont des préjugés antisémites très forts. Ce sont les 3 blocs d'antisémitisme. Il ne faut pas l'oublier. Et sur le Rassemblement national, il ne faut pas oublier que c'est un parti qui a été fondé il y a 50 ans par des Waffen-SS, des miliciens. Cette histoire de création d'un parti néo-nazi français n'a jamais été remise en cause, ni par Marine Le Pen, ni par Jordan Bardella. D'autre part, les principaux financiers du Rassemblement national jusqu'à aujourd'hui sont Axel Lousteau et Frédéric Chatillon, 2 membres actifs du mouvement GUD d'extrême droite antisémite. Ex-beau-père de M. Bardella, je crois bien. Et c'est Frédéric Chatillon qui a identifié le potentiel, et il a très bien identifié ce potentiel de Jordan Bardella, puisque Jordan Bardella, pendant 4 ans ou 5 ans, a été le petit ami de sa fille. Et c'est lui qui l'a fait rentrer dans le clan Le Pen. Frédéric Chatillon est considéré par des anciens du Front national devenu Rassemblement national comme non pas un néo-nazi, parce que le néo est de trop. Émeric Chapoutier, qui était aux affaires internationales du Front national, a déclaré ça devant un tribunal où Frédéric Chatillon avait poursuivi votre confrère Frédéric Aziza, qu'il avait traité de néo-nazi, et Frédéric Aziza a été blanchi parce que Émeric Chapoutier a dit non, néo-nazi, Frédéric Chatillon n'est pas un néo-nazi, le mot néo est de trop. Frédéric Chatillon est aussi un porteur de valise de Bachar el-Assad. Donc il ne faut pas se tromper d'ennemi. Un des adversaires des Français juifs, c'est LFI très clairement. Un autre adversaire, il faut être très ferme, c'est le Rassemblement national. Pour des raisons politiques, ils nous font les yeux doux, mais ils sont d'une hypocrisie totale. Je le disais en préambule, vous êtes professeur associé à Sciences Po, qui s'est illustré ces derniers mois par des manifestations de groupuscules pro-palestiniens qui empêchaient même l'accès à l'école à certains juifs. Quel est le point aujourd'hui ? Et deuxième question sur la présence dans les grandes universités françaises, les grands établissements scolaires, l'enseignement supérieur, de partis qui, c'est pas tout à fait des associations de jeunes qui veulent passer du temps ensemble. C'est quelque chose de structuré, un mouvement qui vient de loin. C'est exactement, c'est très structuré, vous l'avez très bien analysé, c'est très structuré, c'est très organisé. En fait, ça a commencé aux États-Unis avec un mouvement qui s'appelle Students for Justice in Palestine, les étudiants pour la justice en Palestine. C'est un mouvement qui a été créé par un professeur de Berkeley issu du Hamas. C'est un mouvement qui est financé par les frères musulmans, le Qatar et l'Iran, et qui a réussi aux États-Unis. On l'a vu à Harvard, MIT, Columbia, mais c'est les mêmes qui sont venus en France, en Angleterre, en Espagne, en Europe et à Sciences Po. Le premier mouvement qui s'installe, c'est Students for Justice in Palestine, par un étudiant palestinien en échange qui vient de l'université de Birzeit en septembre. Voilà, et qui crée une structure qui, après, organise un comité Palestine. Et dans le comité Palestine, c'est là où ça commence à fonctionner, attire les étudiants d'extrême gauche, notamment les étudiants de l'Union étudiante. Les étudiants de l'Union étudiante, c'est le syndicat étudiant de LFI, de Solidaire, qui est le syndicat étudiant de Sud, et du NPA et de l'extrême gauche. À partir du moment où il y a cette fusion entre les frères musulmans, parce que ce sont les frères musulmans, et l'extrême gauche, ça donne quelque chose de très radical, de très violent, de très organisé, et on le voit dans les slogans, c'est les mêmes qu'aux États-Unis, c'est « Free Palestine from the river to sea », libérer la Palestine de la rivière à la mer. C'est les mains rouges, c'est les drapeaux palestiniens, des drapeaux palestiniens qui mesurent 30 mètres sur 10. Un drapeau comme ça coûte 10 000 €. D'où vient l'argent ? Donc ce sont des éléments très structurés, très organisés. Ils ont profité qu'à Sciences Po, pendant 4 mois, il n'y ait pas eu de directeur. Il y a une démission du directeur liée à
à des fausses accusations d'ailleurs de violences sexuelles et sexistes. On y reviendra, je pense qu'il ne sera absolument pas condamné, mais il est mis en examen, il a dû démissionner. Il y avait une carence de direction. Ils en ont profité de ce vide pour, avec l'écho médiatique que représente Sciences Po, en faire un élément d'instrumentalisation et de radicalisation des universités françaises sur cette question-là. Et quels sont les relais associatifs étudiants politiques? Parce qu'on parle de ça, mais bon, il y a quand même des professeurs, on parle de temple du savoir, là on est avec des professeurs, des enseignants. Comment ont-ils pris et comment tolèrent-ils ça? Moi, je donne des cours de stratégie de l'entreprise, donc pas de problème, mais je donne aussi des cours sur l'histoire des Juifs en France. Et j'ai même donné un cours à Sciences Po Menton, où il y a beaucoup d'étudiants du Moyen-Orient, sur l'antisémitisme chrétien, l'antisémitisme musulman, l'antisionisme, mais aussi la présence continue du peuple juif en terre d'Israël sur 3800 ans. Devant 105 étudiants, dont 40 étudiants venant du Moyen-Orient. Donc c'est encore possible, au moins. Vous nous rassurez de tenir ce type quand on donne des cours, quand on essaie de dispenser du savoir, ça se passe très bien. Et puis quand on mesure 1m93, ça se passe aussi encore mieux. Tout le monde ne fait pas 1m93. Alors, comment combattre l'antisémitisme qui s'installe, qui diffuse dans l'enseignement supérieur français? Il y a deux techniques. Il n'y en a pas 36. La répression, l'éducation. La répression, c'est qu'il y a des règlements. L'antisémitisme est un délit pénal. Il faut poursuivre systématiquement. Il y a des commissions disciplinaires. Par exemple, à Sciences Po, et en ce moment, il y a 12 commissions disciplinaires pour antisémitisme et discrimination contre des étudiants de Sciences Po. C'est la première chose. À partir du moment où il y a des commissions disciplinaires, les étudiants réfléchissent à 2 fois à basculer dans ces violences. Première chose. Deuxième chose, l'éducation. Éduquer justement sur la laïcité, sur l'universalisme, sur la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme. Nos étudiants sont beaucoup trop, et c'est pas le cas qu'à Sciences Po, mais partout, même on le voit à Normal Sup, sont beaucoup trop ignorants de ces faits, parce qu'ils connaissent très mal l'histoire. Ils n'ont pas forcément une culture historique et politique très développée. On le voit aussi dans nos représentants politiques, mais ça c'est plus complexe. Parce qu'ils ne veulent plus retourner sur les bancs de l'école, mais eux, ils sont encore sur les bancs de l'école, donc il faut les former, il faut enseigner, il faut aller au combat, et c'est un combat pour la République. Merci infiniment, François Heilbronn, avec votre ton apaisant face à ces fléaux terribles. On sent cette montée de l'antisémitisme insidieuse dans l'enseignement supérieur, et avec votre ton apaisant, puis votre 1m93, ça donne l'impression qu'il y a des solutions. Merci pour ce discours, ces paroles, et merci d'avoir donné cette interview à RCJ. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée.